c'est parti. Et bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous sur YouTube. Bienvenue habitantes et habitants de la galaxie. Je suis avec Hugo Tranin, astrophysicien. Salut Hugo. Salut, bonjour tout le monde. Et je suis avec les gens dans le chat qui sont ici, qui sont présents, qui sont prêts et prêtes à ingurgiter de l'astronomie par wagons entiers. On va parler ce soir de trous noirs, on va parler ce soir de fusion d'étoiles, on va parler d'observation, on va parler de théorie, j'imagine aussi. Et donc comment ça se passe? Donc les Galactic News, d'abord les news sur Twitch à 20h, puis l'interview à 21h, puis le quiz astrospatial à 22h, avec ou sans invité, ça dépend s'il veut rester ou pas. On va faire comme la question pour un champion, on demandera à Hugo à la fin de l'interview s'il reste ou pas, on verra. Et donc sur YouTube vous aurez pas les news parce que les news c'est que en live. Et ben il faut quand même, je fais mon petit business, hein, il faut venir en live. L'interview et le quiz par contre c'est deux vidéos séparées que vous pourrez retrouver dans les playlists respectives. D'ailleurs si vous êtes sur Twitch, sachez que la chaîne YouTube normalement ça se passe ici, si vous voulez les rediff, voilà. Alors Hugo, tu es astrophysicien, tu as passé ta thèse, c'est quoi, c'est 2018, je sais plus exactement quelle année, il y a pas longtemps. Sur les trous noirs, et ensuite tu es passé sur un postdoc où tu étudies les fusions d'étoiles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es, sur ton parcours, sur les labos dans lesquels tu travailles, pourquoi tu as changé de sujet entre la thèse et le postdoc, comment ça s'est passé, voilà, un petit peu de questions en vrac, tu prends ça comme tu veux et je relancerai si jamais je vois des trucs intéressants à approfondir dans ce que tu dis, etc. ou s'il y a des questions dans le chat, voilà, c'est à toi de commencer par dire qui tu es déjà, Hugo. Merci. Donc du coup je suis Hugo Tranin, je suis jeune puisque je viens d'avoir ma thèse en novembre 2022. Ah c'est ça, 2022, donc c'était plus récent encore que ce que je oui. me souvenais. Et du coup j'ai fait ma thèse, je sais pas jusqu'où je remonte, mais bon, mes études, je les ai faites à Paris, à Cachan, à l'école normale supérieure de Cachan. Ensuite, j'ai fait 9 mois de recherche en Italie, et à propos du satellite Euclide, qui est toujours pas lancé depuis. Et puis maintenant, ensuite, j'ai fait mon master 2 d'astrophysique à Toulouse. Et puis la thèse qui va avec, donc à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, l'IRAP, à Toulouse. Donc voilà, la thèse c'était sur, l'intitulé c'était rechercher et comprendre les trous noirs de masse intermédiaire. Donc les trous noirs de masse intermédiaire, ce sont les trous noirs qui pèsent entre 100 et 100 000 fois la masse du Soleil, et qui ont plein d'autres propriétés intéressantes, on pourra en parler. Et puis et du coup, c'est des trous noirs qui sont un peu compliqués à chercher. Et moi, j'utilise les rayons X, les observations dans les rayons X, pour chercher des candidats trous noirs de masse intermédiaire. Donc voilà, ça c'était ce en quoi consistait ma thèse. Et il y avait une grosse partie observationnelle, traitement des données en rayons X. Et puis ensuite, maintenant, depuis novembre, je fais ma thèse donc à Barcelone, mon postdoc pardon à Barcelone. À l'université de Barcelone, donc où je cherche un tout autre type d'objet qui est les fusions d'étoiles massives. Et donc c'est des objets qui sont qui sont très rares également. On a très peu de manifestations et on espère grandement en avoir un beaucoup plus grand échantillon pour faire de la statistique. Comme tu l'expliquais dans la première heure du stream, c'est très important du coup d'avoir cet aspect-là pour vraiment avoir des résultats scientifiques dessus. Et donc on espère avoir un grand échantillon avec les prochains télescopes, notamment LSST, maintenant qui s'appelle le Vera Rubin Observatory, qui va bientôt normalement être fonctionnel au Chili pour observer l'hémisphère sud très régulièrement. Donc je crois que c'est une observation de tout le ciel une fois toutes les 3 nuits, c'est-à-dire que chaque nuit on observe un tiers du ciel, ce qui est énorme quand même pour un télescope
pour n'importe quel télescope, quoi. Ouais. Donc, après, ça dépend de la précision du truc. Oui, tout à fait. C'est que si tu prends juste un fisheye et que tu fais un tir du ciel, ça va, mais si tu fais une mosaïque de plein de champs d'images, ça fait beaucoup. Ouais. Et donc voilà, et du coup, je vais travailler sur ces données-là quand elles seront disponibles, bien sûr, mais avant, j'étudie déjà les données du télescope ZTF, le Zwicky Transient Facility, et puis BlackGEM, qui est un télescope beaucoup moins connu, qui est en cours de finalisation, on va dire, et sur lequel j'ai travaillé les 2 dernières semaines quand je suis allé au Chili. Voilà. D'accord. Donc, ça fait beaucoup de choses déjà, je pense. Je vais te laisser la parole pour rebondir. Non, mais c'est très très bien. Juste du coup, petite remarque en passant, tu as nommé le télescope Vera Rubin. On rappelle que Vera Rubin, c'est une astronome qui a notamment établi l'hypothèse de la matière noire par rapport à la rotation des galaxies. Vous savez, ce fait que plus on est proche d'un corps massif, plus on tourne vite, et plus on est moins on tourne vite. Ça marche bien dans le système solaire, mais dans la galaxie, ça marche pas top, surtout du côté extérieur de la galaxie, où les étoiles elles ralentissent pas des masses, et donc pour expliquer ça, il fallait rajouter une masse qu'on ne voit pas, et c'est la matière noire. Donc tu as parlé de trous noirs, tu as parlé de fusion d'étoiles. Avant qu'on parle de ces 2 gros sujets d'astro, je vois qu'il y a des questions qui sont passées sur ton parcours. Bixif demande, en passant par la classe préparatoire, en passant par l'université, comment t'as fait pour arriver à Normal Sup? Est-ce que t'es passé par la classe prépa ou par la fac? Alors, je suis passé par une classe préparatoire, du coup, Stanislas à Paris. Et donc, pour répondre à la suite de la question, oui, c'est vrai qu'il y avait toujours cette distinction à l'école normale entre les normaliens élèves et les normaliens étudiants. Je ne sais plus si on fait encore cette distinction dans ces termes aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une distinction frappante au niveau du salaire, je crois. Enfin, clairement, moi j'ai été payé pour mes études et c'est un grand privilège, et ils n'avaient pas ce privilège-là, les gens qui ont intégré sur dossier, donc qui venaient de l'université. Mais je crois que d'année en année, ils ont tendu à supprimer de plus en plus cette distinction-là. Et aujourd'hui, je suis encore sur les réseaux des gens que j'ai fréquentés en classe qui étaient étudiants, donc qui venaient de l'université, et qui ont très bien réussi, quoi. Donc cette distinction, j'ai l'impression que ça s'efface, même le fait de faire l'ENS. Enfin, honnêtement, c'est un grand privilège au niveau des études, et au niveau aussi de la recherche de travail par la suite. Mais en doctorat, j'ai l'impression que à partir du doctorat, les distinctions s'effacent quand même beaucoup, quoi. Parce que si t'es arrivé jusque-là, c'est que quel que soit le chemin que t'as pris, c'est que t'as mérité ta place, quoi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ouais. Okay. Alors après, on commence à parler de l'astrophysique. Par quoi tu veux commencer? Je vois qu'on parle de fusion d'étoiles dans le chat. Est-ce que tu veux commencer peut-être chronologiquement par ta thèse, après par ton postdoc, ou comme tu veux? J'aimerais bien. En fait, je suis un peu plus à l'aise sur sur les trous noirs, puisque j'ai travaillé 3 ans dessus, et le postdoc, je viens de le commencer, donc je suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions non plus. Alors, moi, je vais te lancer une question pour te lancer. J'ai beaucoup entendu parler des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies, des trous noirs stellaires, qui sont du coup des étoiles mortes en supernova, qui font plus de 10 masses solaires, un truc comme ça. Je crois que c'est 8 masses solaires la limite pour naine blanche étoile à neutrons, puis après je sais plus quelle est la limite, peut-être toi tu le sais sûrement, entre étoile à neutrons et trou noir à la fin d'une supernova. Et il y avait ces trous noirs de masse intermédiaire, on ne savait pas trop si ça existait ni comment ça se fabriquait. Est-ce que c'est bien là-dessus que tu as travaillé? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est du coup, on n'en observe pas ou quasiment pas. Et on ne sait pas non plus vraiment comment ils se forment, donc pourquoi on suppose que ça existe. C'est comme hypothèse de passage pour expliquer l'existence des trous noirs supermassifs, parce que l'existence des trous noirs supermassifs, elle est encore assez mystérieuse. On sait notamment qu'il y a des trous noirs supermassifs qu'on détecte à très grand redshift, c'est-à-dire
qu'on détecte très loin dans le passé. 1 milliard d'années après le Big Bang, il y avait déjà des trous noirs supermassifs qui faisaient 1 milliard de fois la masse du Soleil, ce qui est déjà énorme pour un trou noir supermassif. Donc la question, c'est comment des monstres pareils ont pu se former. Et une hypothèse, c'est qu'ils se soient formés par fusion d'objets plus petits, c'est-à-dire les trous noirs de masse intermédiaire. Est-ce que ça se serait formé au moment où le bulbe des galaxies se formait, une densité trop forte d'étoiles qui aurait fusionné tout ce qui serait là? Est-ce qu'il fallait forcément que ce soit des trous noirs à la base? Comment... Non, en fait, bon, c'est un peu, du coup, il y a énormément d'hypothèses différentes. Il y a plus je pense qu'il y a plus de modèles de formation de ces trous noirs aussitôt dans l'univers que d'observation de ces trous noirs aussitôt dans l'univers, comme pour beaucoup de choses en astrophysique. Mais du coup, oui, après, l'idée, c'est que ça implique des phénomènes qui sont extrêmement rapides. Et quand on a une fusion on a un phénomène qui s'appelle le gravitational runaway, donc un emballement de fusion d'étoiles et d'objets compacts. Un peu comme une boule de neige qui descendrait, qui en part trop sur elle. L'effet boule de neige, en fait, en langage commun. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et du coup, cet emballement pourrait se produire, par exemple, dans les grands amas d'étoiles. Et donc, à ce niveau-là, il y aurait des fusions d'étoiles, il y aurait des fusions de trous noirs de masse stellaire, et enfin voilà. Un peu tout ce qui traîne. De tout ce qui traîne, voilà. Et donc, ça, c'est un modèle possible de formation de trous noirs, mais en général, c'est les modèles, ils prédisent. Les modèles de ce scénario, ils prédisent une masse de trous noirs entre 10 000 et 1 million de fois la masse du Soleil. Pour monter plus haut, il faut faire appel à d'autres scénarios. D'ailleurs, j'ai dit 10 000 à 1 million, c'est plutôt 1000 à 100 000. Et 10 000 à 1 million, c'est plutôt un autre scénario qui est l'effondrement soudain d'un nuage de gaz qui est extrêmement pauvre en métaux. Et pauvre en métaux, pourquoi? Parce que oui, alors les métaux, c'est tout ce qui est plus gros que l'hélium pour les astronomes. Il y a l'hydrogène, l'hélium et les métaux. Voilà. C'est ça. Donc c'est ce que j'allais dire. Et les métaux, du coup, c'est ce qui empêche c'est ce qui empêche l'indigestion du trou noir, parce qu'on peut parler d'émétophobie. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Il faut la ressortir parce que oui, je pense que ça marche très bien. Ça marche très bien. En fait, c'est quand un gaz si tu veux, tu peux. En fait, quand un gaz est riche en métaux, il se refroidit plus vite que quand un gaz est pauvre en métaux. Et ce refroidissement, il fait que le nuage, il va se fragmenter. En fait, c'est comme ça qu'on forme une étoile, d'ailleurs. Quand un nuage de gaz s'effondre, il va se fragmenter en plusieurs petites parties qui vont chacune former une étoile. Et c'est pas ça qu'on veut si on veut former un trou noir. Oui, on veut que ça fasse un seul gros paquet. On veut qu'il reste en un seul bloc, et du coup, il faut que ce soit dans des conditions extrêmement précises. Donc c'est pour ça que ce scénario est un peu critiqué, d'ailleurs, parce que ça n'aurait lieu que dans des conditions extrêmement rares, voire inexistantes dans l'univers. Mais au début de l'univers, il y avait très peu de métaux, j'imagine, donc c'était peut-être plus le cas à ce moment-là. Oui, tout à fait, mais en fait, il faut déjà qu'il y ait un nuage de gaz, il faut déjà qu'il y ait une proto-galaxie, et donc on forme assez rapidement le temps de formation des étoiles, il est assez rapide, et les supernovas, elles ont lieu assez vite. Les supernovas, c'est les événements du coup qui ont lieu à la fin des étoiles et qui vont tout de suite enrichir le milieu en métal, et donc ça va tout de suite empêcher la formation. Ah oui, donc du coup, oui, c'est... Oui, parce qu'en fait, c'est quoi, c'est 10 puissance... C'est quoi, c'est 100 000 ans pour fabriquer une très grosse étoile, je crois, et puis après, ça fait quoi, 1 million d'années? Les dernières étapes, c'est quelques secondes. Donc effectivement, il faut une fenêtre de temps assez fine pour avoir la bonne composition du nuage, sans qu'il y ait une étoile qui est pétée et qui ait tout changé, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc, une autre possibilité, c'est
donc d'imaginer du coup ces trous noirs de masse intermédiaire. Quand on dit trou noir de masse intermédiaire, on parle de tout ce qui est entre 100 et 100 000 fois la masse du Soleil, mais en fonction des scénarios qu'on considère, c'est pas tout à fait les mêmes masses qui sont en jeu. Donc les trous noirs de plus petite masse, on suppose qu'ils se seraient formés à la fin de la vie des étoiles les plus grosses, les étoiles de population 3. D'accord. Plus grosses que celles qu'on trouve aujourd'hui? C'est ça, c'est la première génération d'étoiles qui existait avant même qu'il y ait des métaux, donc la première génération avant toute supernova. Et donc ce sont des étoiles qui faisaient, qui auraient fait environ 200 fois à 1000 fois la masse du Soleil. D'accord. Et ouais, ça fait beaucoup. Et oui, du coup, c'est plus gros que les étoiles qu'on observe. Oui, parce que les étoiles les plus grosses aujourd'hui, celles qu'on dit de type O, c'est quoi? C'est 100 fois la masse du Soleil, un truc comme ça? Maximum? Moi, j'aurais dit un peu moins, mais moins. Ouais, d'accord. Je sais pas, moi, c'est les chiffres maximum que j'ai pu lire par-ci par-là, c'était ça. Oui, c'est peut-être ça. Ouais. C'est peut-être le cas extrême, mais 200, ça j'avais pas vu encore. Après, dans l'ordre de grandeur, oui, dans l'ordre de grandeur, je pense que c'est. Mais c'est des étoiles qu'on trouve. De toute façon, c'est rare comme étoile. Il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça, quoi. Bah, plus les étoiles sont grosses, plus elles sont rares de toute façon. Alors du coup, on a fait un petit peu on a parlé un petit peu de plein de choses durant ta thèse. Je pense que pour les gens, il va falloir qu'on remette tout ça un peu dans l'ordre pour les gens qui ne sauraient pas, par exemple, ce que c'est qu'un trou noir. Donc je te propose que tu nous expliques un petit peu ce que c'est qu'un trou noir. Déjà un trou noir stellaire pour commencer, et puis peut-être remettre un petit peu dans l'ordre ces différentes catégories de trous noirs, les différentes dates de leur naissance possible par rapport à l'âge de l'univers, dans quel ordre ça se fait, etc. Pour que dans la tête des gens qui nous regardent, il puisse y avoir un scénario qui se construit avec les notions essentielles, qu'ils puissent comprendre ensuite les détails que tu vas nous donner. Est-ce qu'on peut déjà expliquer peut-être comment se forme un trou noir classique, peut-être? Ouais, tout à fait. Bah, quand je dis trou noir classique ou trou noir stellaire, c'est ceux qui sont les moins mystérieux du coup, qui se forment en fin de vie des étoiles relativement massives, donc celles qui ont un cœur de fer, donc en fin de fusion, qui fait plus de 6 fois la masse du Soleil, je crois. Et donc ce sont en fin de vie d'une étoile, du coup, selon le type de l'étoile, il peut se former différents objets. Donc, le Soleil, par exemple, il va former une naine blanche. Pour une étoile un peu plus massive, on va former une étoile à neutrons, où donc la matière est constituée uniquement de neutrons. Et en fait, ce qui retient la naine blanche, c'est un phénomène quantique qu'on appelle la pression de dégénérescence des électrons du coup, et une étoile à neutrons, c'est la pression de dégénérescence des neutrons. Donc bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais du coup c'est vraiment des interactions de l'infiniment petit qui font que l'étoile, malgré le fait qu'il n'y ait plus de fusion, tient encore en un seul morceau et ne s'effondre pas encore plus sur elle-même. Oui, parce que normalement c'est effectivement la pression des photons qui veulent sortir contre la gravité qui fait que ça tient debout jusqu'à la catastrophe. Justement, pour une étoile, c'est la pression des photons qui fait que l'étoile tient elle-même, donc la pression des photons qui sont générés par la fusion nucléaire. Mais une naine blanche, elle n'a plus de carburant. Il y a encore, c'est pas tout à fait vrai, il y a des naines blanches qui ont de la fusion nucléaire, mais en général, une naine blanche n'a plus de carburant à brûler, et elle va tenir par la pression non pas des photons, mais par la pression des électrons. Le fait que les atomes ne puissent pas fusionner entre eux parce qu'il y a les électrons qui se repoussent schématiquement. Et donc, pour une étoile à neutrons, les protons et les électrons vont fusionner entre eux, en fait, tellement on a de masse accumulée, et former des neutrons, et c'est pour ça qu'on appelle ça des étoiles à neutrons. Et donc, il y a une pression qui est générée par ces neutrons qui font qu'ils ne peuvent pas se comprimer encore plus. Mais si on accumule encore plus de masse, la gravité l'emporte, et c'est là qu'on forme un trou noir. Et donc un trou noir, c'est un objet un petit peu mystérieux, on ne sait pas vraiment quelle est la nature de la matière à l'intérieur d'un trou noir. On sait juste que c'est un objet qui est tellement dense
que de toute façon, il y a une frontière qui s'appelle l'horizon des événements qui nous empêche de voir ce qui se passe au-delà. Et cette densité, en fait, toute masse courbe l'espace-temps dans la relativité générale, et donc on peut arriver à une courbure telle que la trajectoire des photons qui sont au-delà de l'horizon des événements, elle ne peut pas aller au-delà de cet horizon. C'est pas très clair dit comme ça. Ouais, parce qu'en fait, il faudrait dépasser la vitesse de la lumière pour franchir cette limite, quoi. Exactement. Et du coup, il y a vraiment deux univers distincts à l'intérieur du trou noir et à l'extérieur du trou noir. Bon, tout ce qui est à l'extérieur du trou noir peut rentrer dedans, mais ne peut pas en sortir. Et voilà, donc ça, c'est l'idée qu'on s'en fait. Donc un trou noir, ça n'a rien de vide, c'est pas un trou, mais c'est un amas de matière extrêmement dense. Et duquel ne peut pas sortir de lumière. Là, du coup, Bixif, c'est ce qui te demande, est-ce qu'en fait, c'est les étoiles à neutrons qui peuvent se comprimer en trou noir, ou est-ce que c'est simplement le résultat de la supernova qui donne directement un trou noir? Les deux sont tout à fait possibles. Et en réalité, d'ailleurs, maintenant qu'on a des observatoires en ondes gravitationnelles, on observe de façon... Enfin, on a déjà observé plusieurs fois une fusion de deux étoiles à neutrons. Et en général, cette fusion de deux étoiles à neutrons, ça donne lieu à un trou noir. D'accord. Moi, j'avais vu que la rotation de l'étoile à neutrons pouvait empêcher son effondrement ou des choses comme ça. Alors, c'est pas un domaine que je connais, mais est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui. Alors oui, dans tous les cas, il y a plusieurs forces qui rentrent en jeu. Si l'étoile tourne, elle va avoir plus de mal à s'effondrer que si l'étoile ne tourne pas. Si tant est qu'il existe des étoiles qui ne tournent pas, je sais pas. Mais par rapport à quoi? Ça, c'est toujours la grande question. Mais du coup, la rotation joue un rôle, tout à fait. On peut former une étoile à neutrons plus massive qui ne va pas s'effondrer parce qu'elle tournera plus vite. D'accord. Ok, donc dites-nous dans le chat si vous visualisez maintenant un petit peu mieux ce que c'est qu'un trou noir avant qu'on passe à la suite. N'hésitez pas à venir poser des questions dans le chat. Et moi, je vais te poser la question suivante qui était, je te rappelle, c'était de remettre un petit peu la naissance de ces différentes sortes de trous noirs par rapport à la timeline de l'univers, en fait, en partant du Big Bang. Parce que tu nous as parlé des trous noirs, des étoiles primordiales, en fait, qui ont fabriqué des gros trous noirs. Tu nous as parlé des nuages qui s'effondraient, qui fabriquaient des trous noirs encore plus gros. Tu nous as parlé de nuages qui étaient riches ou pauvres en métaux selon le moment où ça s'est produit, etc. Je pense que du coup il va nous falloir maintenant mettre toutes ces choses dans l'ordre pour que les gens voient bien de quoi on parle. Parce que moi je comprends très bien de quoi tu parles, mais peut-être qu'il va nous falloir quand même un petit puzzle reconstitué maintenant avec tous ces éléments que tu nous as expliqués. Et ensuite on aura une question de Fidafid, ma chérie, qui est là dans le chat. Ok. Alors il était une fois. C'est un grand exercice de mémoire que tu me demandes parce que je suis pas sûr de me souvenir de tous ces temps caractéristiques. Après, c'est la louche, hein. C'est surtout pour que, pas forcément les temps caractéristiques, mais pour que les gens sachent dans quel ordre se passent les choses, en fait, peut-être. D'accord. Alors, du coup, il y a le Big Bang. Oui. Le Big Bang, et donc, au début, le Big Bang, donc c'est... Bon, je ne vais pas m'aventurer dans expliquer en détail toutes les phases parce que sinon je vais me perdre. Après, t'as travaillé sur les trous noirs, t'as pas travaillé sur le Big Bang, mais... Tout à fait. Mais du coup, il y a quand même un type de trou noir que j'ai pas étudié, mais qui est important, qui s'appelle les trous noirs primordiaux. Et donc, en fait, ceux-là, ils tirent leur origine vraiment des instants qui suivent le Big Bang, où on a des fluctuations de densité de la matière. Et ces fluctuations de densité de la matière, au début, l'univers est extrêmement dense. Et ces fluctuations de densité, ce sont vraiment, du coup, de l'ordre de... Enfin, c'est ridicule, c'est 1 pour 100 000 ou quelque chose comme ça. Si on regarde dans deux endroits de l'univers, on a des densités très très similaires, mais un tout petit peu différentes. Et à cause de la gravité, ce sont ces différences de densité qui vont s'accentuer avec le temps et former peu à peu les galaxies et la structure filamentaire qu'on a dans l'univers. Et donc, ces fluctuations de densité
aux premiers instants, elles ont dans certaines théories, c'est important de signaler ça, mais du coup, dans certaines théories, il peut y avoir ce qu'on appelle un effondrement de ces fluctuations de densité, c'est-à-dire une explosion du coup de cette fluctuation qui forme un trou noir. Directement comme ça, dès le début. Qui forme directement un trou noir. D'accord. Et donc, ce qu'on appelle les trous noirs primordiaux, ils sont bien antérieurs à ce qu'on appelle les étoiles primordiales. D'accord. Ce sont vraiment les premiers objets astrophysiques qui ont été formés. Du coup, en théorie, tout le monde n'est pas du tout d'accord là-dessus, et on n'a actuellement aucune observation ferme et définitive d'un trou noir primordial. Mais c'est la théorie alternative, si on veut, des trous noirs de masse intermédiaire. Parce que si un trou noir primordial peut se former, alors c'est beaucoup plus facile d'expliquer l'existence d'un trou noir supermassif très tôt dans l'univers. Donc si je résume, on a le Big Bang avec les fluctuations de la densité originelle. C'est d'ailleurs celle qu'on voit sur les images en micro-ondes du fond diffus cosmologique. Avant on pensait que c'était tout lisse, et puis en fait il y a des petits grumeaux. Duquel se sont formés les galaxies, puis les filaments de galaxies avec du vide, plein de matière noire entre les deux. Et entre ces deux étapes, il y aurait eu du coup des premiers trous noirs potentiellement qu'on appelle trous noirs primordiaux. Même avant le fond diffus cosmologique, parce que le fond diffus cosmologique il date de 370 000 ans après le Big Bang, et ces trous noirs primordiaux ils se seraient formés beaucoup plus tôt. J'ai plus l'ordre de grandeur en tête. Donc à une époque où en fait, la lumière ne voyageait pas en fait, dans l'univers, puisqu'elle a été piégée avant les 300 000 ans. Tout à fait. D'accord. Donc ça commençait déjà à se castagner avant même. Ça fait partie des âges sombres, comme on dit. C'est ça. Ça fait très Seigneur des Anneaux tout d'un coup. Et, ça fait Seigneur des Anneaux, mais c'est le vrai nom donné par les scientifiques. Et du coup, est-ce que les trous noirs supermassifs des centres de galaxies se sont formés en même temps que les cœurs de galaxies et les filaments de galaxies? Est-ce que c'est venu dans un second temps? Comment... j'ai pas compris la question. Là, on a parlé du coup des trous noirs primordiaux, des galaxies qui se forment avec les filaments. Est-ce que c'est à ce moment-là que se forment les supermassifs? A priori, les supermassifs, on ne sait pas vraiment comment ils se sont formés, donc si tu peux me répondre, ça m'arrange bien. Mais je ferai un article. Mais du coup, d'accord, je vois. Je pense que on peut dire que la formation des trous noirs supermassifs, hors théorie un peu exotique, c'est-à-dire les trous noirs primordiaux, ça vient après la formation des premières étoiles. Ça vient après la formation des premières galaxies. D'accord. Voilà. Donc, on peut peut-être imaginer que dans un futur assez proche, on observera une galaxie sans trou noir. Qui aurait dû en avoir un, mais qui est trop vieille pour en avoir un, et du coup on pourrait dater... Oui, alors en fait, pour être tout à fait précis, on pense que toutes les galaxies massives ont un trou noir central. Mais les galaxies qu'on appelle les galaxies naines, elles n'ont pas de trou noir supermassif au centre. Alors peut-être qu'elles ont un trou noir de masse intermédiaire. Le problème d'un trou noir de masse intermédiaire, c'est que c'est extrêmement dur à détecter. On pourra en reparler si tu veux. Bien sûr, on va en parler. Mais du coup, on ne sait pas à l'heure actuelle s'il y a un trou noir d'une certaine masse au centre des galaxies naines. Voilà. D'accord. Donc galaxies naines, on parle de galaxies qui n'ont pas spécialement de forme, pas les belles spirales qu'on connaît, comme nuage de Magellan, le grand et le petit. C'est ça. Tourne autour de notre galaxie. Le grand nuage de Magellan, c'est la limite de masse fixée un peu arbitrairement pour les galaxies naines. D'accord, moi je pensais que c'était la forme qui gérait ça aussi. Parce que... Tu veux dire que... Oui, alors... Est-ce que le grand nuage de Magellan aurait pu avoir un disque spiral à un certain moment? Oui, je pense, tout à fait. Bon, après, c'est sûr que c'est pas la même dynamique. Si on a une galaxie qui... c'est pas les mêmes temps caractéristiques, c'est pas les mêmes, la même force de gravité qui va structurer la forme de la galaxie. Donc ça explique qu'on ait beaucoup plus de galaxies irrégulières parmi les galaxies naines. Ouais. Mais dans les définitions que j'ai lues, c'était vraiment la masse qui décidait de si une galaxie était naine ou pas, et c'est-à-dire si elle pèse moins de 3 milliards de fois la masse du Soleil, ce qui fait quand même beaucoup, mais c'est à peu près la masse du nuage de Magellan. Eh bien, elle est rangée dans la catégorie galaxie naine. Oui, il n'y a pas que les planétologues qui font ça.
Les physiciens galactiques font la même chose que les planétologues. Alors vous pouvez pester contre Pluton qui sort du système solaire ou je sais pas quoi, qui est une planète naine, truc machin. Et ben les galaxies c'est pareil. Voilà. D'ailleurs, Pluton n'est pas sorti du système solaire, attention, il y a plein de gens qui croyaient ça. Mais... Et donc on a les cœurs de galaxies qui se forment avec leur halo, et dans le disque des galaxies, il va y avoir des étoiles en constante fabrication, et du coup des supernovas avec des trous noirs de masse stellaire. Alors donc on a vu les primordiaux qui sont au début de l'univers, les supermassifs qui sont au centre des galaxies, les stellaires qui sont dans les étoiles qui meurent, qui vivent dans les bras spiraux des galaxies. Alors les intermédiaires dans tout ça, où est-ce qu'on est censé les trouver? Alors, très bonne question. Merci de l'avoir posée. Je sais qu'on les cherche, mais où est-ce qu'on est censé les trouver? On est censé les trouver justement au centre des galaxies naines, parce que si on trace du coup un diagramme avec en ordonnée la masse du trou noir supermassif et la masse de la galaxie en abscisse, on voit qu'elles sont ordonnées de façon, enfin que c'est très corrélé, et du coup que les trous noirs les trous noirs supermassifs les plus massifs sont trouvés dans les galaxies les plus massives. D'accord. Et ça, en fait, ça fait sens parce que le scénario qu'on a de formation des galaxies, c'est un modèle qui est quand même assez bien éprouvé par le temps maintenant, qui est de fusion, donc ce qu'on appelle le modèle de fusion hiérarchique des galaxies, de formation hiérarchique des galaxies. C'est-à-dire que pour former une grosse galaxie, tout simplement, on fusionne deux petites galaxies. C'est pas un plus gros nuage de gaz qui va s'effondrer et former une plus grosse galaxie, c'est vraiment au cours du temps, les galaxies fusionnent entre elles, et on voit d'ailleurs plein de fusions de galaxies dans l'univers local. Et donc du coup, ça veut dire que quand deux galaxies fusionnent, il y a aussi leurs trous noirs centraux qui vont finir par fusionner également, et donc former un trou noir 2 fois plus gros, schématiquement, pour du coup expliquer cette corrélation entre masse du trou noir et masse de la galaxie. Ça veut dire que des trous noirs qui seraient nés au centre des galaxies il y a très longtemps étaient potentiellement de plus faible masse que maintenant, parce que depuis ils ont bouffé des trucs, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, l'idée c'est de chercher s'il n'y a pas des galaxies naines, donc des galaxies de faible masse, avec un trou noir au centre. Et ces galaxies, ce seraient un peu des analogues des premières galaxies, c'est-à-dire qu'elles auraient vécu très peu de fusion au cours de leur vie et que leur trou noir central serait resté un petit peu originel, avec une faible masse. Donc c'est un lieu assez idéal pour chercher des trous noirs de masse intermédiaire. Et aujourd'hui, en 2023, c'est un des moyens quand même qui a été le plus utilisé et le plus fructueux pour trouver des échantillons de candidats trous noirs de masse intermédiaire. Quand tu dis candidats, c'est des trous noirs qui ont été observés comme avec l'Event Horizon Telescope et tu sais, le disque d'accrétion qu'on voit bien, etc. Ou est-ce que c'est des effets sur leur environnement qui auraient pu être peut-être vus? C'est vraiment des effets sur leur environnement. C'est-à-dire que, par exemple, c'est des trous noirs qui ont une activité au sens de noyau actif de galaxie. Donc un noyau actif de galaxie, c'est quand un trou noir supermassif se retrouve entouré de matière et un épisode d'accrétion extrêmement violent. Et donc ça se voit par exemple ça brille en lumière visible et aussi bien en rayon X également. Là où la galaxie, les étoiles de la galaxie ne brillent essentiellement qu'en lumière visible, ultraviolet et infrarouge. Mais du coup, on a des signatures assez fortes de l'activité d'une galaxie, l'activité du trou noir central d'une galaxie en rayon X, et également si on fait de la spectroscopie, on voit des raies d'émission dans le spectre des galaxies qui sont explicables principalement grâce à la présence d'un trou noir supermassif qui accrète de la matière. Donc on a trouvé dans des galaxies naines des traces d'activité de trous noirs supermassifs, enfin de trous noirs. Mais la masse correspond pas à un trou noir supermassif en fait. La masse correspond pas à celle d'un trou noir supermassif, tout à fait. Alors on a aussi c'est encore très compliqué de connaître la masse d'un trou noir. Il y a plusieurs
façon de le faire. C'est très facile de le faire pour la Voie lactée, par exemple, parce qu'on voit les étoiles tourner, une étoile qui tourne autour. Ouais, et donc, à partir de là, on peut très bien faire des calculs et arriver à la masse de l'objet central. Et ça marche très bien. Mais par contre, dès qu'on s'éloigne un petit peu, on voit plus les étoiles au centre. On n'a pas de résolution, on n'a pas de télescope disposant d'une suffisamment grande résolution. Bon, avec le Event Horizon Telescope, ça devrait s'arranger, ce point très précis. Mais voilà, on ne pourra jamais aller plus loin que les 50 ou 100 galaxies les plus proches. Et du coup, voilà, donc ça, c'est une façon de mesurer la masse d'un trou noir. Bon, je m'égare un petit peu, mais du coup, il y a beaucoup d'autres façons de mesurer la masse d'un trou noir. Tu t'égares pas du tout. Je te fais passer dans les ruisseaux comme ça. Ma main invisible comme ça passe au-dessus de toi pour te réorienter parfois sur le sujet. Il n'y a pas de souci. Et du coup, oui, c'est un moyen très précis de mesurer la masse d'un trou noir grâce aux étoiles qui tournent autour. Et on ne dispose pas vraiment d'autres moyens aussi précis. On dispose de proxy, donc de mesures beaucoup plus approximatives. Mais voilà, du coup, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes toujours quand on annonce masse d'un trou noir. Ça s'est révélé plusieurs fois faux d'un facteur 2 ou 3 ou même 10, quoi. Ah ouais, bah j'allais dire un ordre de grandeur ça irait quand même, mais si même un facteur 10 ça peut être compliqué, ouais, ça fait déjà l'ordre de grandeur. Juste petite précision, je pense qu'il faut que tu fasses, que moi je connais mais peut-être pas tout le monde dans le chat. Tu nous as dit qu'un trou noir on peut pas le voir parce que la lumière ne peut pas s'en échapper, et tu parles de rayons X qu'on voit sur un trou noir, donc ça je pense c'est un point qu'il faut que tu expliques aux gens qui sont là dans le chat. Tout à fait. Bah, en fait, la matière, on voit pas le trou noir en lui-même, mais on peut voir la matière qui tourne autour du trou noir, qui reste au-delà de son horizon des événements. C'est-à-dire que le trou noir, il a quand même une influence sur son environnement, et notamment s'il y a des étoiles qui tournent autour, ou qu'il y a de la matière, tout simplement, elle va pouvoir s'accumuler, former un disque. En général, quand on a de la matière qui s'accumule en astrophysique, ça forme un disque. Et accréter cette matière. Donc, l'accrétion, c'est le nom donné à ce phénomène qui fait que la matière va traverser l'horizon des événements et entrer dans le trou noir. Mais du coup, elle va commencer par vraiment spiraler autour, former ce disque qui va être extrêmement chaud, et c'est assez caractéristique du coup d'un trou noir que ce disque soit si chaud qu'il émette des rayons X, parce qu'il est chauffé à des millions de degrés. Et les rayons X, c'est pas la lumière la plus énergétique qui soit, c'est en gamma, mais c'est déjà pas mal. Et en effet, l'accrétion en astronomie, c'est toute matière qu'on rajoute sur de la matière, voilà, que ce soit dans un trou noir ou autre chose. Et voilà, dans Terrence dit disque d'accrétion, c'est ça, tout à fait, c'est le disque qu'on voit. Bah, si vous avez vu Interstellar d'ailleurs, le trou noir qu'on voit dedans, c'est issu d'une simulation, on voit effectivement le disque lumineux autour du trou noir. On a Philafide qui te demande, est-ce qu'un trou noir peut éjecter de la matière? Alors, justement, un trou noir qui fait de l'accrétion, en général, on pense aujourd'hui, on ne pensait pas encore il y a quelques années, mais on pense aujourd'hui que tout phénomène d'accrétion autour d'un trou noir s'accompagne d'un phénomène d'éjection également. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la matière qui va rentrer à l'intérieur de l'horizon des événements, mais par des effets dynamiques, par des effets de champ magnétique aussi, beaucoup de champ magnétique, aux grandes dames de tous les gens qui ont fait des modèles sans supposer de champ magnétique. Et ben, il y a de la matière qui va être éjectée en jet autour en jet de part et d'autre du trou noir. Et ça, c'est vraiment une observation assez solide qu'on a pour des trous noirs supermassifs, mais aussi pour des trous noirs de masse stellaire, des micro-quasars comme on dit. Donc c'est des objets qui sont vus en ondes radio cette fois. En ondes radio, on voit une émission caractéristique sous forme de jet de chaque côté du trou noir. C'est le videur, quoi. Dans toi, tu rentres pas. T'es pas habillé comme il faut, tu rentres pas. Alors, c'est Zicton qui demande, est-ce que c'est comme les jets lors des éruptions solaires?
Non, pas tout à fait. On parle pas des mêmes échelles. Donc, un trou noir, ça va être l'horizon des événements d'un trou noir, d'un petit trou noir, d'un trou noir de masse stellaire. Il va être très petit. C'est plus petit que la Terre, je crois, pour un trou noir pour un trou noir de quelques fois la masse du Soleil. Et pourtant, il va éjecter de la matière sur des très grandes échelles, c'est-à-dire plusieurs fois la taille du système solaire. Pour un trou noir supermassif, c'est pareil. Le trou noir en lui-même, l'horizon des événements, il va faire à peu près la taille du système solaire, pour donner un ordre de grandeur. Donc tout ce qu'il y a, il faut imaginer le trou noir au centre, tout ce qu'il y a au-delà de l'orbite de Pluton ou Neptune, selon vos croyances, se retrouve invisible pour l'observateur extérieur. Et ce type de trou noir peut éjecter de la matière sur l'échelle de toute la galaxie. Donc c'est vraiment et pas à la même vitesse aussi, des propulseurs. Oui, c'est pas aux mêmes vitesses, tout à fait. C'est des vitesses relativistes en général, donc proches de la vitesse de la lumière. Et oui, du coup, c'est pas le même phénomène. On peut pas expliquer les deux phénomènes avec le même modèle physique. Les éruptions solaires, ça projette surtout l'hydrogène et de l'hélium dans l'espace, l'hydrogène et l'hélium ionisés. Mais du coup, sur les disques d'accrétion de trous noirs, qu'est-ce que c'est qui est éjecté dans les jets? Est-ce que c'est encore des atomes ou est-ce que c'est carrément des bouts de particules? Parce que je sais que dans le trou noir, on ne sait pas trop quel état est la matière à l'intérieur, c'est un peu compliqué. Mais alors, est-ce que ça reste de la matière ordinaire ou pas qui est éjecté? Alors, techniquement, c'est un plasma qui a été chauffé à des trop hautes températures et qui est éjecté par la suite, mais ça reste quand même de la matière ordinaire, oui, tout à fait. Elle n'a pas été comprimée à des pressions extrêmes. C'est un exercice intéressant de se dire est-ce que ça peut avoir formé des étoiles à neutrons, par exemple, mais je sais pas du tout. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a plein de gens qui ont imaginé des formations de petits trous noirs dans les disques d'accrétion des trous noirs supermassifs. D'accord. Ça c'est beaucoup vu. Enfin, c'est quand même assez exotique comme théorie. Il faut quand même être un petit peu créatif pour avoir cette idée. Mais ça marche bien dans les simulations, en tout cas. D'ailleurs, pour rebondir un peu sur la question de feed à feed, et en parlant d'hypothèses créatives, est-ce que tu saurais expliquer ce que c'est que c'est la radiation de Hawking? Le fait que les trous noirs s'évaporaient? Moi, j'y connais rien, par contre, là-dessus, et du coup, ça m'intéresse de savoir si tu sais quelque chose dessus. Alors, du coup, ce qu'on appelle la radiation de Hawking, d'après ce que j'ai compris, maintenant que je suis... Alors, premier disclaimer, je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus parce que j'étudie l'observation des trous noirs et pas du tout leur théorie. Je ne suis pas Aurélien Barraud, je ne connais aucune équation. On y vient, équation. c'était la dernière question avant de passer à l'observation. Et par contre, je ne connais pas en tout cas les équations qui régissent la physique théorique des trous noirs. Mais ce que je peux dire, c'est que maintenant que je travaille dans un institut de cosmologie où ils font ça tous les jours, le rayonnement de Hawking, c'est encore un sujet de recherche extrêmement actif et on a plus de questions que de réponses. D'accord. Mais par contre, l'idée de base, c'est qu'il peut y avoir toujours à cause des fluctuations d'énergie quantique, il peut y avoir une particule d'énergie, si je puis dire, qui se sépare en une paire particules-antiparticules. Et cette séparation, elle peut avoir lieu au niveau de l'horizon. Et du coup, il y en a une qui s'échapperait alors que l'autre tomberait dans le trou noir. Et c'est ça. Et du coup, bon, ça pose plein de problèmes d'intrication quantique que je ne connais pas bien. Mais ça fait beaucoup de nœuds au cerveau, mais ça fait qu'il y a un rayonnement de particules qui serait émis du trou noir, en effet. Et qui l'évaporerait au fil des milliards d'années, j'imagine. Exactement. Et c'est un rayonnement extrêmement faible. Et ça se compte en milliards d'années ou quelque chose comme ça pour faire s'évaporer un trou noir. C'est 10 puissance 100 quelque chose, quoi. Ouais, donc si vous faites tomber votre pote dedans, il va falloir attendre longtemps quand même, quoi. Et surtout, vous le récupérez en soupe de particules. C'est ça. Je propose qu'on passe aux observations des trous noirs, du coup, puisque maintenant qu'on a bien parlé de ce que c'était que l'objet d'étude, maintenant on va voir comment tu les étudies.
si tu veux bien. Du coup, quelles observations tu as entrepris pour trouver ces fameux trous noirs de masse intermédiaire? Quelles observations peut-être font d'autres équipes qui ont une approche différente, et où est-ce qu'on en est du coup sur la découverte de ces fameux trous noirs? D'accord. Alors, du coup, les observations sur lesquelles je me suis basé, c'est pas moi qui les ai prises. Ce sont des observations qui ont été faites dans les 20 dernières années par les 3 télescopes en rayon X les plus aboutis jusqu'à 2019, c'est-à-dire XMM Newton, Chandra et Swift XRT. Bon, c'est un peu du jargon. Ah, petit souci de communication. Hugo est tombé dans un trou noir. J'espère qu'on m'entend encore bien. On te réentend. Ah oui, c'est bon, d'accord. T'étais tombé dans un trou noir. Il y avait un problème de connexion. J'en prépare le. Du coup, tu parlais d'XMM Newton, de Chandra, et t'allais dire ce que c'était comme instrument. C'est ça. En fait, du coup, ce sont des télescopes qui ont été envoyés dans l'espace dans les années 1999 à 2005. Et pourquoi dans l'espace? Parce que les rayons X ne traversent pas l'atmosphère. Et du coup, il faut envoyer des observatoires dans l'espace pour pouvoir observer l'univers en rayons X. Donc ça explique le fait que ce soit une science assez jeune quand même. Les premières observations en rayons X, elles ont eu lieu par exemple dans les années 1970, enfin un petit peu plus tôt, mais en 1973 je crois, ou 71, bref. Il y a eu la découverte du premier trou noir grâce aux rayons X, quoi, justement. Donc c'était un trou noir de masse stellaire qu'on a détecté dans notre galaxie. On était très très surpris à cette époque de découvrir une autre source de rayons X que le Soleil, parce qu'on pensait qu'il n'y avait que le Soleil qui émettait des rayons X. Je veux dire, de façon... Oui, on imaginait bien que d'autres étoiles en émettaient, mais que c'était trop loin, quoi. C'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. C'est ça. Et aussi qu'on savait émettre des rayons X sur Terre, mais pas dans les mêmes quantités. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, ces 3 observatoires-là, ils ont observé le ciel pendant 20 ans. Comment ça marche? Ça marche parce qu'il y a des astrophysiciens qui ont envie d'observer un objet en particulier dans plein de longueurs d'onde différentes, et du coup, ils vont demander du temps de télescope à tel ou tel observatoire. Et du coup, ils ont observé, donc Swift c'est un peu différent. Swift il observe des gamma ray bursts, donc c'est des sources extrêmes, des explosions extrêmement énergétiques dans l'univers. Je rentrerai pas dans les détails, mais du coup, c'est l'observatoire le plus automatisé en quelque sorte, qui a fait des observations tout seul comme un grand de plein de zones du ciel. Oui, du coup après tu peux les toucher le temps. C'est ça. Mais dans tous les cas, ce qui intéresse les gens, en général, c'est la source au milieu du champ de vue. Et c'est des champs de vue assez petits, c'est-à-dire que c'est comparable à... Non, c'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus petit que la pleine lune, typiquement. Enfin, c'est... Ouais, 2 fois plus petit que la pleine lune, à peu près, comme taille de champ de vue. Donc, c'est tout petit, mais c'est quand même assez grand pour qu'il y ait beaucoup d'autres objets à étudier à l'intérieur de cette zone. Et c'est des objets qui n'ont en fait jamais été étudiés. Ils sont stockés dans les catalogues de données et ils attendent que quelqu'un les étudie. Donc c'était mon boulot, quoi. Des cold cases en fait. C'est ça, chercher à l'intérieur de ces archives s'il y avait des trous noirs de masse intermédiaire. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus parce que c'est une façon assez sobre de faire de la science et une façon assez amusante aussi parce que on trouve énormément de choses inattendues. C'est ce que tu disais d'ailleurs au début de l'interview, tu parlais de sérendipité. Mais justement, le catalogue d'XMM Newton, par exemple, ça s'appelle le catalogue de sources sérendipiteuses d'XMM Newton. Parce que c'est vraiment des sources, elles sont là, et elles attendent d'être étudiées, et elles cachent des trésors, en fait. C'est même arrivé d'ailleurs que des découvertes qu'on a attribuées à un tel ou un tel, on se rend compte qu'un tel aurait pu la faire en regardant ses données à tel moment,
plusieurs années avant, mais il l'a pas fait, et donc du coup, c'est rigolo. Alors on a plusieurs questions dans le chat avant que tu passes à la suite. Bixiv, alors Bixiv, tu nous dis observer de la lumière visible. Alors attention, la lumière visible, il y a des sources de lumière visible que tu observes directement, ta lampe par exemple, et il y en a d'autres, c'est effectivement par réflexion, comme ta table ou une planète. Là on parle de sources de rayons X qui émettent de la lumière de rayons X, comme une étoile classique, sauf que c'est des rayons X, et on sait faire des détecteurs qui détectent directement les rayons X. J'espère que ça répond à ta question, Bixiv. Voilà. J'allais pas te la donner à toi, Hugo, parce que ça, je pouvais y répondre simplement, mais je voulais pas laisser Bixiv sans rien. Donc voilà, ça c'est fait. Si je peux, tu peux rajouter quelque chose ? Me permettre d'ajouter quelque chose. Vas-y. Un télescope en lumière visible, en général, c'est un miroir primaire et un miroir secondaire. Et donc, la lumière, enfin, les photons de lumière visible, ils vont taper dans un miroir et ensuite revenir sur le miroir secondaire et atterrir dans l'objectif. Et un télescope en rayon X, si on fait ça, le photon de rayon X, il va faire ça, mais il va traverser le miroir et du coup, on va le perdre. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout la même structure. Un télescope en rayon X, c'est un empilement de cylindres successifs et qui vont focaliser les rayons X. Mais en fait, les rayons X, ils vont pas être capables de traverser la matière s'ils sont en incidence rasante, c'est-à-dire s'il y a un angle très faible entre leur arrivée et la couche de matière qui sont en train de toucher. Donc voilà, ils vont être réfléchis plutôt que de traverser le miroir, ce qui n'est pas ce qu'on veut, et du coup, ils vont atterrir dans la caméra. Donc c'est l'idée, et c'est vraiment des instruments qui comptent les photons. Donc on peut vraiment séparer les photons en rayons X, ce qu'on peut difficilement faire en lumière visible, parce que c'est des sources qui sont quand même. Enfin, l'univers en rayons X contient beaucoup moins de sources que l'univers en lumière visible. Beaucoup moins de parasites qui viendraient fausser la mesure, quoi. C'est ça, et puis aussi il faut des temps d'exposition extrêmement longs. On parle en dizaines de milliers de secondes, c'est-à-dire en quelques jours parfois, pour certaines sources qui sont observées plusieurs jours d'affilée, alors que en lumière visible, on fait une exposition de 30 secondes et c'est plié, quoi, pour schématiser. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on m'a dit dans le chat? Il y a des gens qui sont arrivés. Salut Yonali que tu connais probablement. Oui. Et moi aussi, effectivement. Salut Queen Jolina, bienvenue à vous. Bienvenue, nous sommes en 73. N'hésitez pas à venir poser des questions. On parle de trous noirs pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On a les boucles d'oreilles qui disent genre quand on se rend compte que Galilée a failli accidentellement découvrir Neptune au XVIIe siècle. Oui, par exemple, ce genre de choses. Effectivement, c'est ça la sérendipité. Et donc, toi, tu as utilisé donc XMM, Chandra et Swift pour chercher dans les données des trous noirs de masse intermédiaire. Est-ce que tu as aussi commandé des observations? J'ai commandé 3 observations. Enfin, j'ai fait des proposals, donc j'ai candidaté à des observations. Et ça n'a pas abouti, malheureusement, mais du coup, c'est quelque chose qui aurait pu se passer, effectivement, d'avoir une deuxième observation d'une source que je trouvais intéressante pour avoir plus de détails, du coup, sur cette source. Par exemple, un spectre. Et donc, du coup, dans les données, j'imagine que si j'ai bien suivi ce que tu nous disais tout à l'heure, tu as dû aller chercher dans des endroits où il y a des nébuleuses, des galaxies irrégulières, regarder si tu trouvais des sources X à l'intérieur. Est-ce que c'est la procédure? C'est ça, en fait, tout à fait. J'ai observé dans 2 endroits différents. Les galaxies naines, effectivement, j'ai observé au centre pour voir s'il y avait des sources de rayons X. Alors, en réalité, on sait déjà qu'il y a des sources de rayons X dans les galaxies naines, qui sont les binaires X, c'est-à-dire des trous noirs de masse stellaire avec une étoile qui orbite autour et qui est en train de se faire avaler par le trou noir. Mais on a un modèle approximatif de la quantité de binaires X qu'il y a dans une galaxie de cette taille. Et donc, en faisant la soustraction, je peux déduire s'il y a suffisamment de... Enfin, si la source qu'on voit au centre est probablement un trou noir de masse intermédiaire ou probablement une binaire X. Ouais, parce que oui, une fois que tu as enlevé les binaires X, ben reste le reste, et
Est-ce qu'on imagine ça peut être autre chose qu'un trou noir une fois que tu as enlevé ce qu'on connaît les binaires X, est-ce qu'on imagine que ce qui reste c'est forcément un trou noir de masse intermédiaire? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres sources qu'on connaîtrait pas peut-être ou... Il peut tout à fait y avoir d'autres sources, et ce qui peut surtout arriver, c'est que ce soit vraiment ce sera une binaire X et le modèle soit faux. C'est-à-dire qu'en général, le modèle il prend en compte le taux de formation d'étoiles et la masse de la galaxie, mais il prend pas en compte la métallicité de la galaxie, c'est-à-dire la quantité de métaux, c'est-à-dire les éléments plus lourds que le lithium, qui sont dans la galaxie. Et or, c'est un paramètre extrêmement important parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de binaires X dans les galaxies faiblement métalliques que dans les galaxies plus forte métallicité. Donc c'est tout à fait possible. Moi, je dispose pas de ce paramètre pour la plupart des galaxies que j'avais, donc c'est tout à fait possible que mes candidats trous noirs de masse intermédiaire n'en soient pas dans ce type de galaxie. Par contre, après, il y a un autre type de candidat que j'ai étudié, et c'est ce qu'on appelle les sources X hyperlumineuses. Donc c'est complètement différent. En gros, c'est des sources X qui sont extrêmement lumineuses et qui se situent en périphérie de la galaxie, d'une galaxie quelconque. Même une galaxie massive, c'est pas grave, parce que le modèle, ce serait une galaxie naine en train de se faire aspirer par la galaxie plus massive, une fusion de galaxies en somme. Et on verrait l'accrétion autour du trou noir de masse intermédiaire de la galaxie naine qui est en train de se faire avaler. Donc j'ai également cherché beaucoup de candidats trous noirs de masse intermédiaire de cette façon-là. Et le fait que ce sont des sources extrêmement puissantes, c'est-à-dire plus que 100 millions de fois la luminosité du Soleil. C'est-à-dire que c'est un peu nul comme ordre de grandeur parce que c'est pas très parlant, mais en gros, jusqu'à 1 million de fois la luminosité du Soleil, on sait faire. Avec une binaire X, c'est possible. Mais 100 fois plus, c'est très très compliqué à expliquer avec un objet de la masse, de quelques masses solaires. Ça pourrait être plusieurs binaires X. Ça pourrait être plusieurs binaires X, mais il en faudrait 100, quoi. D'accord. Au même endroit, donc ce serait quand même une grosse coïncidence. Donc le rasoir d'Occam nous dit un petit peu que c'est sûrement une source beaucoup plus massive. Et de fait, l'un des candidats trous noirs de masse intermédiaire le plus fiable, on l'a obtenu avec cette méthode en 2009. HLX1 de son petit nom. HLX pour source X hyperlumineuse, et donc j'ai cherché tout simplement des sources similaires dans toutes les données qu'on avait. Et ça a donné quoi du coup? Alors ça a donné que j'ai trouvé 190 candidats trous noirs de masse intermédiaire de ce type-là, plus 76 qui étaient de l'autre type dans les galaxies naines. Et du coup, qui sont un petit peu plus discutables, comme je l'ai déjà dit. Et donc j'ai un peu étudié ces deux populations de façon statistique. J'ai regardé si c'était probable ou pas que les sources X hyperlumineuses dont je parlais, ce soit vraiment des trous noirs de masse intermédiaire et pas simplement des binaires X qui sont... Ce qui est intéressant quand même, mais c'est juste régime. C'est pas ce que tu cherchais. C'est pas ce que je cherche, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit au tout début, c'est que on peut former un trou noir supermassif très vite grâce à une fusion d'objets, mais aussi grâce simplement à de l'accrétion de gaz extrêmement rapide. Simplement, on a une limite physique sur la rapidité qu'on peut atteindre de l'accrétion de ce gaz, qui s'appelle la limite d'Eddington, du nom de Arthur Eddington, qui est un astrophysicien qui a donné son nom à beaucoup d'autres choses. Mais du coup, c'est possible de former un trou noir supermassif si on suppose que c'est possible de dépasser la limite d'Eddington. Et du coup, pour ça, les sources que j'ai étudiées, elles sont doublement intéressantes. Soit c'est un trou noir de masse intermédiaire, soit c'est une source qui dépasse très fortement la limite d'Eddington. Donc dans tous les cas, c'est une source qui mérite d'être plus étudiée, quoi. Et du coup, la suite, une fois que donc, c'est 190 et 60
candidats des deux catégories. C'est quoi la suite? Est-ce que tu as pu continuer après ça? Est-ce que c'était déjà la fin de ta thèse? Est-ce que des confrères et consoeurs vont prendre la suite? Comment ça se passe après? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit peu une suite, effectivement, pour certains de ces candidats qui sont particulièrement proches et lumineux. On peut envisager des observations supplémentaires, quoi. Et donc ça, c'est des collaborateurs qui ont demandé du temps d'observation de ces sources en particulier. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que ça m'a pris énormément de temps d'arriver à cet échantillon final, parce que je devais virer tous les intrus. Et virer les intrus, ça se fait en développant un algorithme de classification des sources de rayons X, parce qu'en fait, absolument rien ne dit quand on voit une galaxie avec une source de rayons X ici, que la source de rayons X, elle appartient à la galaxie. La source de rayons X peut être derrière la galaxie ou devant la galaxie. Et donc, pour savoir ça, il y a besoin d'une classification. Et donc, j'ai développé cette classification-là. Je le dis parce que j'en reparlerai aussi un petit peu plus tard dans la propagande. Et également, du coup, oui, maintenant la suite, c'est vraiment étudier de façon comparée les deux échantillons. Donc ça, je l'ai un petit peu fait, mais ça mérite un peu plus de recherche. Et je pense que la suite, ce serait d'agrandir cet échantillon, avec Hirosita, par exemple, qui est un autre télescope en rayons X qui a été lancé en 2019, qui est une collaboration du coup russo-européenne. Donc il y a la moitié des données qui sont gérées par les Russes et la moitié par les Allemands. Et donc pour l'instant c'est un bordel sans nom pour accéder, pardonnez-moi le terme, mais du coup c'est pour accéder aux données. Et du coup pour l'instant c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais dès que les données seront disponibles, on pense que qu'il y aura plein d'autres candidats qui pourront être observés, parce que actuellement, les données que j'ai étudiées, elles couvrent à peu près 20% du ciel, et Hirosita, il observe le ciel entier. Donc, on aura 5 fois plus de données mathématiquement. Après, c'est pas la même sensibilité, donc on observera surtout les objets les plus brillants, mais ce sera quand même très intéressant. Et du coup, question, la Voie lactée, elle est en train de bouffer la galaxie naine, la galaxie du Sagittaire notamment, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu dans le ciel parce qu'elle est mélangée à la nôtre maintenant. Il y a les galaxies des petits et grands nuages de Magellan. Est-ce que on a cherché aussi, j'imagine que oui, autour de la Voie lactée, si on ne trouvait pas des trous noirs un peu chelous dans les galaxies qu'on est en train de manger? Exactement, oui, on a beaucoup cherché des trous noirs de masse intermédiaire dans la galaxie, dans la Voie lactée. Alors, pas moi, personnellement, je n'ai pas du tout fait ça, mais il y a plein de gens qui l'ont fait, notamment en ondes radio. Les ondes radio qui sont quand même un outil extrêmement puissant aussi pour voir l'accrétion. Par contre, c'est un outil en général, l'émission en ondes radio, elle est plus difficile à détecter. Enfin, elle est plus faible en ondes radio qu'en rayons X, quoi. L'émission d'un disque d'accrétion, elle est plus faible en ondes radio qu'en rayons X. En tout cas, plus difficilement détectable. Donc, c'est des études qu'on peut faire surtout dans la Voie lactée, plus que dans les galaxies externes. Et du coup, moi, quelque part, en étudiant, donc j'ai étudié 1 million de galaxies. Enfin, le catalogue de galaxies, il contenait 1 million d'objets. Et du coup, j'ai en quelque sorte 1 million de fois plus de chances de trouver un trou intermédiaire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas, c'est à peu près comme ça que ça marche. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça dans le chat? Dites-nous, parce qu'on va passer en fait à ce que tu fais maintenant. Est-ce que vous avez tout compris sur les trous noirs? Dites-nous. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont là. Nous. Ça veut dire que Zicton a compris déjà. N'hésitez pas à poser des questions. Je sais qu'il y a un petit décalage à chaque fois de quelques secondes entre moi et vous. En attendant, je vais te poser une question, Hugo. Maintenant, qu'est-ce que tu fais depuis ta thèse? Alors maintenant, du coup, j'ai changé de domaine, même si je continue à travailler un petit peu dans ce que je fais en thèse, puisque c'est un contrat qui... Enfin, j'ai un peu de chance, c'est-à-dire que
la directrice du projet m'accorde 50% de mon temps où je peux continuer mes propres recherches, je crois. Donc en l'occurrence le travail que j'ai fait en thèse. Et les autres 50% du temps, ce que je fais, c'est que je cherche des fusions d'étoiles massives. Donc c'est une méthodologie complètement différente, c'est-à-dire que on a déjà des télescopes aujourd'hui qui surveillent le ciel tous les jours et qui observent, enfin qui détectent déjà des sources transitoires, c'est-à-dire des sources qui apparaissent ou qui disparaissent dans le ciel. Et toutes ces sources, elles sont, elles peuvent être de plein de types différents. En particulier les noyaux actifs de galaxies dont on parlait tout à l'heure, c'est des sources un peu comme ça. Et puis aussi les supernovas, bien sûr. C'est des sources qui apparaissent d'un seul coup et qui ensuite décroissent doucement dans le temps. Donc on a un flux de données continu à analyser et il y a encore quelques intrus qui rentrent pas dans les cases et mon but c'est de voir si parmi ces intrus il n'y a pas ce qu'on appelle des fusions d'étoiles, enfin des novas rouges, les luminous red novae. Donc les novas rouges en fait c'est des fusions d'étoiles massives qui ont un signal assez caractéristique, c'est-à-dire que elles vont émettre dans la lumière visible pendant quelques semaines et dans l'infrarouge pendant quelques mois. Donc ça va s'allumer presque immédiatement, une phase de montée de quelques jours, et ensuite on a un plateau dans la lumière et ensuite une décroissance. Donc en fait c'est un modèle de variation de la lumière qui, enfin le fait d'avoir deux étoiles qui fusionnent, ça explique cette variation de lumière. Et ce qui est très intéressant, c'est que on sait aujourd'hui que la majorité des étoiles, elles sont dans des systèmes binaires. On sait qu'il y a 70% des étoiles massives qui sont dans des systèmes avec deux étoiles. On sait également qu'il y a des binaires X, donc formés avec une étoile et une étoile à neutrons ou un trou noir. Mais du coup, la binaire X, c'est un objet qui se forme notamment quand on a une binaire d'étoiles avec une étoile qui arrive en fin de vie. Et donc, mais par contre, ce qui est possible également, c'est d'avoir des fusions de ces deux étoiles avant qu'on arrive au stade binaire X. Et donc, c'est des objets qui sont particulièrement intéressants parce que ça régit toute la physique des binaires X et des fusions d'objets en général, parce que, par exemple, il y a ce qu'on appelle une phase d'enveloppe commune, c'est-à-dire que quand deux étoiles se tournent autour, elles vont finir par avoir une orbite de moins en moins, enfin de plus en plus rapprochée. Et à un moment, l'enveloppe de ces deux étoiles va fusionner. Donc on aura les cœurs d'étoiles qui vont continuer à orbiter l'un autour de l'autre, mais on aura quand même un nuage de gaz commun. Ça finit en spinner, quoi. C'est ça. Et c'est une phase de la vie des étoiles qui est extrêmement peu connue et qui pourtant a des implications sur beaucoup d'autres objets et qu'on pense connaître, mais si ça se trouve on comprend pas bien cette phase et du coup c'est intéressant d'étudier en particulier ces objets-là parce que ce sont des objets où on voit la phase d'enveloppe commune pendant plusieurs jours en fait. On peut l'observer, on peut prendre un spectre, on peut étudier en détail la variation, etc. Et c'est aussi de façon plus anecdotique pour moi, parce que je trouve que c'est pas très sexy comme sujet de recherche, c'est aussi des objets qui sont les principaux suspects pour former la poussière dans les galaxies. Voilà, donc on a de la poussière, on ne sait pas trop comment elle s'est formée. Mais ces étoiles, il y a j'imagine différents scénarios selon la masse des étoiles, parce que si tu fais fusionner deux étoiles selon la masse qu'il y a, ça peut faire une étoile plus grosse à la fin, ça peut faire une supernova, ça peut faire plein de choses différentes en fait, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors j'ai pas encore toutes les clés de compréhension pour te répondre sur quels sont le type d'étoiles qui forment les novas rouges. Mais je sais qu'on parle d'étoiles massives, mais qui sont quand même sur la séquence principale. C'est-à-dire qu'il va rester une étoile à la fin, qui va vivre comme ça, et qui va pas péter... C'est ça, ouais. C'est ça. Et en tout cas, c'est ce dont on parle quand on parle de cet objet en particulier.
Et les Nova rouges, on en connaît aujourd'hui une vingtaine. Et ça se trouve dans quelle structure, ça, les Nova rouges, du coup? Je veux dire, dans des amas d'étoiles, dans des centres galactiques, dans quoi ça se trouve? C'est dans la galaxie, dans des régions qui forment beaucoup d'étoiles en général, pour avoir plus de chances de rencontre entre deux étoiles, et de formation d'une binaire d'étoiles massives. Mais du coup, oui, en général, c'est dans les bras spiraux des galaxies spirales qu'on en a trouvé beaucoup, quoi. Et aussi dans la Voie lactée, on a une nébuleuse qui est magnifique, qui s'appelle V838 Monocerotis, l'a bien connue. Donc je vais l'envoyer dans le chat, mais du coup, oui, il y a une image qui a été prise avec le Hubble Space Telescope. On la voit même progresser d'ailleurs. Et oui, en fait, ce qu'on voit ici, c'est l'éjection de l'enveloppe l'éjection de l'enveloppe de ce système binaire qui est devenu une seule étoile. Je vais essayer de nous l'afficher. Non, c'est pas la bonne fenêtre. Attendez, hop. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? Voilà. Et je vais essayer de faire passer ça juste sur le côté là-bas. Voilà, à côté dans la chatbox, là, à côté d'Hugo, vous voyez qu'il y a effectivement cette bulle de matière qui s'échappe de l'étoile et qui grandit. Et donc, la première image, c'est le 20 mai 2002, la deuxième le 2 septembre 2002, la troisième le 28 octobre 2002, ensuite 17 décembre 2002, 8 février 2004 et 24 octobre 2004. C'est vrai que dans l'univers, on a tendance à parler de phénomènes qui durent longtemps, etc. Mais en fait, depuis tout à l'heure, on parle pas mal de phénomènes assez rapides avec Hugo. Et là, tout à fait. En fait, les rayons X, les rayons X, c'est vraiment, bon, pour reparler sur des rayons X, mais les rayons X, c'est vraiment le type de longueur d'onde qu'on veut observer si on veut voir des phénomènes sur des temps humains, quoi. Tout à fait. Alors, attendez, il y a des questions dans le chat. Adam Terran, je prends ta question pour juste après. C'est la dernière séquence, ça. Alors, Big Steve, les étoiles sont dans des systèmes binaires. Est-ce qu'elles sont en équilibre? Jusqu'à ce qu'elles se bouffent, j'imagine. Les deux étoiles participent. Je pense que ce qu'il ou elle veut dire, c'est est-ce que ça tourne gentiment comme ça indéfiniment, ou est-ce qu'il y a toujours un moment où on va finir par se bouffer? J'imagine que c'est ça la question. Quand tu as deux étoiles qui se tournent autour. C'est une bonne question. J'imagine que ça dépend de la distance des étoiles, peut-être, entre elles. Déjà, si elles évoluent dans un milieu, si elles évoluent dans un gaz, par exemple, ou s'il y a une étoile qui éjecte du gaz pas très loin, ça va ralentir la rotation des deux, et du coup, elles vont finir par se contracter et fusionner. Mais du coup, en général, si on a un système binaire isolé, il est à l'équilibre, oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, Big Steve, donc c'était bien ça la question. D'ailleurs, Big Steve, c'est ce qui se passe aussi pour les planètes. Je sais pas si Big Steve, tu as entendu parler de la migration planétaire, mais quand les planètes se forment dans un disque d'accrétion autour d'une étoile, cette fois-ci, à force de bouffer, de manger de la matière pour s'accréter, pour se former, elle va soit se rapprocher, soit s'éloigner de l'étoile. Et il y en a même qui finissent dans l'étoile, et il y en a même des planètes, moi j'avais fait ça en Master 2, en stage, des planètes qui sont suffisamment massives pour résister à l'intérieur de l'étoile pendant que l'étoile est en train de grandir, et à la fin il ne reste plus que le cœur de la planète qui a été tout le reste a été arraché, et il est possible qu'il existe des planètes qui étaient vraiment très très massives qui ont survécu en mode warrior à l'enveloppe de l'étoile, quoi. Mais en général, on voit que quand on fait le spectre de l'étoile, on voit qu'il y a des éléments chimiques qui ne devraient pas être là et qui sont dus à une ex-planète. Souvent, c'est des choses qui arrivent aussi. Moi, j'avais une question pour toi, Hugo. Est-ce que tu as entendu parler des Blue Stragglers? Des traînards bleus? Tout à fait. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est lié à ton nouveau domaine? Absolument. C'est quelque chose sur lequel il faut que je me renseigne, parce que ça commence à faire beaucoup de monde. Tout le monde en parle autour de toi, c'est ça? Et je ne me suis pas encore renseigné dessus, désolé. Mais du coup, oui, tout à fait, il paraît que ce sont un autre type de fusion d'étoiles. Et au lieu d'être rouges, ils sont bleus, voilà. C'est tout ce que je peux dire. J'allais mettre une image, je tape M13, bien sûr, je tombe sur des flingues. Forcément, hein.
Alors attendez, du coup, j'ai juste vous montrer une petite image. Je cherche une image d'Hercule. Voilà, très bien. Hop. Parce que ça me faisait penser à ça, et c'est un sujet que j'avais étudié ça quand? Je sais plus. Dans un de mes stages, j'avais regardé ça aussi. Ah, c'était en postdoc. Parce qu'en postdoc, j'avais travaillé sur de la simulation procédurale pour des trucs de planétarium. C'est-à-dire des simulations où tu peux te balader dedans, comme ça, avec un vaisseau et tout. Et on se demandait comment représenter les amas globulaires. Les amas globulaires, c'est un peu des mini-galaxies, en fait. Et donc, en fait, c'est... Là, en fait, vous voyez, l'amas globulaire que je vous ai montré, celui-là, c'est Hercule, dans la constellation d'Hercule. Et en fait, la partie dense, là, au milieu, ça fait à peu près, là, grosso modo, en général, ça fait la distance entre le Soleil et l'étoile la plus proche du Soleil. Quelques années-lumière. Donc, vous imaginez un minot d'étoiles dans quelques années-lumière. Et donc, c'est aussi une zone dans laquelle on peut faire se tamponner des étoiles assez facilement. Et on en a parlé plusieurs fois durant cette session. Mais effectivement, la rotation des trucs dans l'univers, ça empêche l'effondrement. Et il y a plein d'étoiles binaires à l'intérieur qui se tournent autour très près. Et si elles n'étaient pas là, ben le machin, il s'effondrerait en trou noir, probablement. Et parfois, il y en a qui se mangent entre elles. Et alors, le truc, c'est qu'un amas globulaire, normalement, ça a 13 milliards d'années. C'est une des parties les plus anciennes des galaxies. Et donc, c'est censé être composé de vieilles étoiles, et les étoiles bleues, elles sont jeunes, elles sont censées être mortes depuis belle lurette, et pourtant on en voit plein, comme vous pouvez voir sur cette image. Et ben, ce serait en fait des étoiles zombies, des fusions de deux étoiles vieilles, qui auraient fait une nouvelle étoile jeune, en fait, donner un petit peu de peps, et hop, de nouveau une étoile chaude et bleue, qui fait sa vie. Voilà. Donc c'est un autre type de fusion d'étoiles que peut-être Hugo étudiera, à force que ses collègues lui en parlent. Peut-être. Un autre sorte de fusion, oui. Donc Hugo nous a parlé des résultats de fusion qui sont rouges. On a parlé aussi d'explosion, de trous noirs issus de fusion. Il y a plein de cas différents. Encore ce cas-là, encore différent. Donc le cannibalisme stellaire, c'est un gros sujet. Tout à fait. Et on n'a pas parlé du tout des étoiles qui se sont avalées par un trou noir, qui est également une des seules manifestations qu'on peut imaginer pouvoir détecter d'un trou noir de masse intermédiaire. Donc c'est une autre façon de détecter les trous noirs de masse intermédiaire, c'est d'étudier toutes les occurrences de ces dislocations d'étoiles. Et du coup, oui, c'est aussi des objets fascinants que mon collègue de travail a étudié pendant toute sa thèse, qu'il est en train de finir. Mais du coup, oui, c'est tout un monde dont on pourrait parler également. Ben, merci beaucoup d'avoir parlé de ta recherche, Hugo, de tes 2 sujets de recherche successifs. Je pense qu'on pourra en parler encore longtemps, mais je crois qu'il y a des gens qui veulent savoir aussi si tu fais de l'enseignement et de la vulgarisation en parallèle. Et c'est la dernière partie de l'interview. Est-ce que tu fais des choses dans ce domaine-là? Moi, je t'ai rencontré quand tu étais à Planète Science, donc je sais que tu en as fait. Est-ce que tu continues? J'en ai fait un petit peu. J'ai fait de l'enseignement aussi en première année de thèse. C'était juste avant le Covid et ça a été interrompu à cause du Covid. Bon, j'en garde pas un excellent souvenir, mais je suis pas fermé à refaire de l'enseignement dans les années à venir. Et d'ailleurs, c'est un petit peu quelque chose qui est attendu de la part de quelqu'un qui fait un post-doctorat. Donc oui, je ferai de l'enseignement, probablement quand je rentrerai en France pour la langue. J'ai aussi pas du tout répondu à une de tes premières questions, pourquoi je suis allé en Espagne. La réponse est très simple, c'est parce que je trouvais que c'était un beau pays dans lequel j'avais envie d'aller, il fait chaud, j'aime bien la chaleur, et Barcelone c'est pas très loin de la France, donc je peux rentrer assez souvent sans prendre l'avion, ce qui est plutôt chouette. Et puis aussi, donc en ce qui concerne enfin voilà, c'est aussi parce que c'est eux qui ont accepté ma candidature de façon très terre à terre. J'avais aussi candidaté dans d'autres pays. C'est pas facile de trouver un postdoc, hein. Ouais, c'est pas facile. Mais du coup, je suis très content d'avoir trouvé ça. Donc c'est aussi ça qui explique que c'est pas tout à fait le même sujet. Moi, j'aurais adoré continuer sur ma recherche, mais justement, j'ai une collaboratrice plutôt à Barcelone qui m'a suivi pendant ma thèse, en fait, qui faisait partie de mon comité de thèse même, comme on dit,
et qui travaille sur mon sujet de thèse. Donc c'est aussi l'occasion de se rapprocher d'une collaboratrice pour pouvoir faire de la recherche ensemble. Bon, j'espère que tu dis pas trop dans la rue là-bas que tu es en Espagne, parce que ça va peut-être pas leur plaire. En Catalogne, je sais pas si c'est... Ça va. Mais bon, c'est vrai que ça parle beaucoup catalan. Tout est écrit en catalan. Je pense que je progresse beaucoup moins vite en espagnol que dans un pays... Enfin, Bah, du coup, tu progresses en catalan. Ouais, tout à que dans une région. Oui, c'est vrai, mais du coup, j'apprends un peu les deux langues en même temps et c'est pas facile. Ouais. Bah, elles sont proches, en plus, j'imagine, donc tu dois galérer un peu. Hein. Bah, en quelque sorte, le catalan est une extrapolation entre l'espagnol et... Enfin, une interpolation entre l'espagnol et le français. D'accord. Mais ça marche pas toujours. Tu tentes des trucs, ouais, et puis ça marche pas toujours. Et donc, tu vas faire de l'enseignement, probablement. Est-ce que tu fais toujours de la vulgarisation? Est-ce qu'on peut te suivre quelque part où tu parles, où tu dis des trucs? C'est un beau... Ce serait bien que j'ai un projet comme ça. Je commence à y réfléchir un petit peu, mais pas encore. En tout cas, t'expliques très bien ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Donc, on attend de te voir faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un podcast, enfin j'ai été interviewé pour un podcast où j'explique beaucoup d'autres choses également, donc si ça vous intéresse. Mais carrément, c'est le moment propagande du stream. Est-ce que tu peux nous donner des liens? Je crois que tu es sur Instagram notamment. Je suis sur Instagram, oui. Alors, est-ce que je peux dire oui, j'ai probablement. Je vais le mettre dans le chat. Et n'hésite pas à mettre du coup le lien vers ce podcast. C'est important. Tu charges Instagram du coup? C'est Cluster, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hop. Un nom que j'avais choisi très jeune d'ailleurs, pour mon intérêt pour l'astrophysique et la musique. D'accord. Pourquoi pour la musique? Parce qu'un cluster en musique, c'est une superposition de plein de notes dissonantes. D'accord. Qu'on fait en chorale, par exemple. Des notes qui fusionnent. C'est ça. Du coup, je vais rechercher le podcast. On va bien aussi ton podcast. Voilà. Donc là, je vais mettre derrière directement pour faire ma propagande la page qui correspond à mon podcast. Voilà. Et également une grosse activité de vulgarisation, mais pas que de vulgarisation, que je mène, c'est de la science participative avec le site qui s'appelle Klaxon. Et donc là, je suis passionné par ce sujet, je fais beaucoup de mises à jour de ce site en ce moment. Et bien je le mets dans le chat parce que l'hyperlien n'est pas forcément évident dans l'URL. Tu avais teasé ça au début, je me souviens. Et du coup, Klaxon, donc c'est encore une tentative d'un astrophysicien de trouver un nom original et mémorable pour classification des sources X pour les novices. Voilà. Classification of X-ray sources for novices. Donc, du coup, c'est un site sur lequel vous pouvez, tout un chacun peut apprendre à classer des sources de rayons X et par là même de trouver des nouveaux trous noirs supermassifs ou des nouveaux trous noirs stellaires. Des même un leaderboard. Oui, il y a des gens qui ont fait 20 000 classifications. 20 000 classifications, c'est tout le site. Hein. Je peux encore faire des mises à jour, je peux aller jusqu'à 150 000, mais pour l'instant, il n'y a que 20 000 sources sur le site. Donc, je suis extrêmement reconnaissant envers ces personnes. Mais après, ce qui est intéressant, c'est pas forcément que une personne classe 20 000 fois, c'est plutôt que 20 000 personnes classent une fois. Attention, ça fait presque l'idée de la peur, là, quand même. C'est volontaire. Mais du coup, oui, en fait, la science participative, c'est du coup l'utilisation d'un grand nombre de volontaires pour avoir des résultats très fiables, c'est-à-dire que une foule de volontaires, il y a des très bonnes vidéos de fouloscopie là-dessus, je suis sûr que c'est un vidéaste qui est assez connu dans ce chat. Très bonne vidéo de fouloscopie. Mais du coup, avec une foule de non-experts, on peut atteindre des résultats aussi bons qu'un expert, quoi.
T'as vu que le numéro 92 dans le leaderboard s'appelle Merci Hugo. T'as vu ou pas? Oui, j'ai vu. Et voilà. Et du coup, pour l'instant, donc la classification des sources de rayons X, c'est très bien. Donc de façon générale, ça a plein d'implications dans des champs de recherche très particuliers, mais aussi ce que je suis en train de mettre en place. C'est une exclue, hein, j'en ai jamais parlé à personne, à part aux étudiants avec qui je travaille actuellement. C'est que je suis en train de mettre les sources sur lesquelles j'ai travaillé en thèse dans le site, donc pour qu'elles puissent bénéficier également d'une classification par les volontaires. Donc c'est en fait mon algorithme de classification, il marche bien, mais pas toujours ouf. Et l'idée, ce serait d'obtenir des résultats qui sont bien meilleurs avec une expérience de sciences participatives comme celle-là. Donc vraiment, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Est-ce que tout le monde peut cuisiner des trous noirs, comme dans Ratatouille? Tout le monde peut cuisiner des trous noirs. Je ne sais pas. Je sais pas cuisiner. Autrement dit, est-ce que tout le monde peut cuisiner sur ce site pour aider les astrophysiciens à des trous noirs? Oui, tout à fait. Alors oui, ça se veut vraiment en public. On a des tutoriels, on a ce qu'il faut normalement pour avoir expliqué tous les éléments à des personnes qui n'ont pas de licence de physique, quoi, pour effectuer cette classification. Donc, on est encore en développement, en train de travailler sur un nouveau tutoriel justement pour que ce soit un petit peu plus vulgarisé, parce que c'est pas forcément toujours le top là-dessus. J'ai eu quelques retours comme quoi. Bon, je descends un peu mon site là tout de suite, c'est pas bien, c'est pas une bonne idée, mais j'ai eu quelques retours comme quoi tout n'était pas correctement vulgarisé, mais on a quand même plus de 50 utilisateurs qui ont fait plus de 30 classifications, donc c'est quand même grand public, quoi. Bah, n'hésitez pas du coup à aller participer, il y a tout un tas de domaines scientifiques où vous pouvez faire de la science participative. Faire de la science sans être scientifique, mais en aidant les scientifiques, c'est bien pour l'œuvre collective, c'est bien pour l'estime de soi, c'est bien pour les scientifiques, et puis on apprend des trucs, donc n'hésitez pas à aller jouer à Klaxon. Voilà, il y a un leaderboard, je pense que les 21 000 vont être difficiles à battre, mais... Merci de dire jouer, parce qu'on a vraiment mis beaucoup d'efforts, enfin parce que c'est que moi qui ai développé le site, je tiens à le dire, mais aussi actuellement je travaille avec un groupe d'étudiants pour faire des améliorations, et on travaille vraiment à essayer de le gamifier le plus possible, de le rendre le plus ludique possible, donc n'hésitez pas à faire à essayer le site et à faire vos retours également si jamais vous avez des propositions d'amélioration. Eh bien, merci à toi Hugo, merci pour cette interview, et du coup, si vous êtes sur YouTube, c'est la fin de la vidéo, mais passez à la vidéo d'après qui sera le quiz. Et justement, Hugo, est-ce que tu restes pour le quiz? Je vais rester pour le quiz. Oh, il reste 10 questions, et cette fois-ci ce sera sur la thématique liée notamment aux actus de tout à l'heure, à savoir les phénomènes qui se passent dans le ciel depuis la Terre. On va voir si vous arrivez à battre notre invité. Et juste avant de couper la VOD, Bixif demande pour l'amas globulaire. Oui, non, je disais bien, sur quelques années-lumière, hein, grosso modo 1 million de soleils. C'est ça, tout à fait, un amas globulaire. C'est difficile à se représenter, c'est vrai, mais ça fait... C'est très 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 chargé. La nuit est très brillante là-bas, on va dire. Voilà. Est-ce qu'il va tenter les super bons? Je ne sais pas, on va voir. Bon, allez, on switch. À tout de suite dans le chat, à plus tard sur YouTube.